Le Togo et le Bénin veulent harmoniser leur législation pour faire front commun contre la piraterie et la criminalité maritime. Les magistrats des deux pays y travaillent depuis ce lundi à Lomé. L'Union économique et monétaire ouest-africaine incite elle aussi ses États membres à harmoniser leurs tests sur la sûreté et la sécurité des frais aériens au sein de l'espace sous-régional. Des experts et cadres de l'aviation civile des 8 pays membres planchent eux aussi sur le sujet à Lomé. Enfin, début des épreuves du brevet des techniciens supérieurs ce lundi au Togo. Plus de 5700 candidats composent dans les 35 filières disponibles. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre chinois félicite son homologue togolais pour sa nomination à la tête du gouvernement. C'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Togo, Liu Yuxi, qui est allé transmettre le message de Li Keqiang a commis selon Classou ce matin à la primature. Le diplomate chinois a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination de son pays à accompagner le Togo sur la voie de l'émergence. Écoutons-le dans des propos recueillis par Chazinam Baga. Oui, j'ai eu l'honneur de rencontrer Monsieur le Premier ministre pour lui transmettre les meilleures félicitations et les meilleurs vœux de son homologue chinois, le Premier ministre Li Keqiang, pour sa nomination au poste du Premier ministre par le chef de l'État togolais, son Excellence Monsieur le Président Faure Essozimna Gnassingbé. L'amitié et la coopération amicale entre nos deux pays datent depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Donc j'ai vu que le nouveau gouvernement togolais a déjà présenté son rapport de politique générale à l'Assemblée nationale, axé de 4 points importants. Ce rapport va orienter le Togo et le peuple togolais à un développement et à une émergence, j'en suis sûr. Et en ce qui concerne la Chine, nous sommes déterminés à accompagner et à travailler ensemble avec le gouvernement togolais et avec le peuple frère togolais pour la réalisation de cette émergence économique. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que les 2e et 3e séances plénières de la première session extraordinaire de l'année auront lieu respectivement les jeudis 9 et vendredi 10 juillet 2015 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est un communiqué signé ce lundi 6 juillet 2015 du président du Parlement, Dama Dramani. Une cérémonie de passation de service ce matin au ministère de la Protection sociale. Le ministre sortant, John Aglo, a remis les clés du département à son successeur, le professeur Moustapha Mejiyawa. Répondant aux félicitations de son prédécesseur pour sa nomination, M. Mejiyawa dit son engagement à œuvrer pour l'aboutissement de la politique de protection sociale mise en place par le gouvernement. Reportage Eric Djanipo, Clarisse Article. Transfert officiel du portefeuille de la protection sociale au nouveau ministre en charge de ce département. Le professeur John Aglo cède ainsi sa place au professeur Moustapha Mejiyawa, qui est désormais le nouveau patron du ministère de la Santé, auquel est rattaché le département de la protection sociale. C'est donc la fin de 21 mois de mission pour le professeur John Aglo. Au président de la République togolaise, chef de l'État, je voudrais aussi commencer tout de suite à dire merci. Il m'a fait confiance. Il m'a confié un ministère qui n'est pas des plus faciles. À mon frère, qui va continuer la tâche que nous avons commencée, je voudrais demander de faire attention au volet extension de la protection sociale, volet qui contient 2 dimensions. D'abord, une extension de l'assurance, de la couverture maladie aux autres couches qui ne sont pas encore prises en charge. Moi-même, je reste disponible pour tout ce que vous pourriez me demander. Mon énergie est engagée auprès de vous en ce qui concerne la protection sociale. Le nouveau ministre de la Santé et de la Protection sociale, le professeur Moustapha Mejiyawa, espère avoir l'appui de tout le personnel pour faire avancer l'extension de la protection sociale au Togo. Par vos actions diverses et variées, vous avez contribué à l'amélioration de la prise en charge de nos populations par la mise en place de mécanismes leur permettant de faire face aux conséquences des risques sociaux. Vous avez été ainsi en phase avec les actions du chef de l'État, à qui nous nous serions exprimé suffisamment notre gratitude
pour la confiance qu'il a placée en nous mettant à la tête du département de la santé et de la protection sociale. Un travail inclusif, faisant appel aux compétences de tout un chacun de nous, est nécessaire à la mise en harmonie des différents éléments du puzzle pour le bien-être de nos populations. Les différents domaines couverts par la protection sociale et qui seront sous l'égide de ce département sont la santé, la famille, la vieillesse, le logement, la pauvreté et l'exclusion sociale. Tous contre la piraterie maritime, à la lutte armée contre le fléau viendra bientôt se joindre l'action judiciaire. Réunis à Lomé depuis ce matin, les magistrats du Bénin et du Togo travaillent activement à l'harmonisation des lois et règlements des deux pays afin de les adapter à cette nouvelle forme de criminalité qui sévit dans les eaux du golfe de Guinée. Emmanuela Adjaklo, Adolphe Paka pour des précisions. La question du droit au cœur de la gestion des crises maritimes. Juger les criminels pris dans les eaux territoriales et internationales est une délicate question qui met en cause les réalités juridiques de plusieurs pays. Ceux-ci sont ainsi appelés à désormais fédérer leurs efforts en vue d'une meilleure riposte. Le Bénin et le Togo entendent par ce rendez-vous de Lomé entre magistrats et experts développer dans cette optique une coopération judiciaire. Il faudrait qu'une coopération s'instaure entre les magistrats togolais et ceux du Bénin, puisque nous partageons la même côte. Le droit est toujours évolutif. Il y a un droit de la mer. Et donc ce droit évolue. Et donc il faut l'adapter éventuellement avec les difficultés qui se posent. Étude du cadre juridique national et international sur la criminalité maritime, état des lieux de la situation et échange sur les enquêtes, poursuites et enjeux. Il s'agit pour ces hommes de droit de revoir et d'adapter l'évolution du droit dans la gestion d'éventuelles crises. Dans cette lutte, chaque acteur a sa partition à jouer et pour le ministre de la Justice, il n'y a pas de petites mesures à prendre. Les différentes mesures de prévention, quelque efficaces qu'elles soient, ne pourront permettre de venir rapidement à bout du fléau si elles ne s'accompagnent d'un système de répression aussi adéquat, appuyé par une efficace coopération judiciaire. Je veux dire par une communauté répressive maritime du golfe de Guinée, incluant les gardes-côtes, les marines et les juridictions compétentes, afin que pèse sur les criminels maritimes une vraie pression et une vraie menace pour leur liberté. Le Togo et le Bénin sont soutenus dans cette lutte par l'ONUDC et l'Union européenne. Fléau des temps anciens dont on n'entendait parler jusqu'ici qu'au cinéma, la piraterie maritime nous a rattrapés au XXIe siècle en faisant une réapparition tonitruante et meurtrière dans les océans africains. En novembre prochain, Lomé, notre capitale, accueillera d'ailleurs une conférence internationale durant laquelle des stratégies seront mises en place pour trouver une riposte générale au phénomène. Il y va de la stabilité de nos économies. Adolphe Paka. L'espace maritime dans le golfe de Guinée est victime ces dernières années de piraterie, de criminalité et autres actes illicites qui font peser de graves menaces sur la sécurité, la paix et les économies des pays. En 2014, plus d'1 millier de marins ont été attaqués dans le monde, 170 enlevés et plus d'1 milliard de dollars US enregistrés comme pertes sur le plan économique. Lorsqu'une menace est signalée sur une côte, tout évidemment, les commerçants, le shipping n'est plus d'actualité sur cette côte parce que il y a une augmentation des frais, des assurances et tout cela. Et donc, les armateurs n'acceptent plus venir sur ces côtes-là à cause du danger de perdre leurs marchandises. La moitié du milliard, c'est payé par les États du Golfe de Guinée, d'une façon ou d'une autre. C'est un gros problème avec des reflets économiques et il faut faire quelque chose pour la résoudre. Les États de la côte du Golfe de Guinée en riposte à cette crise ont vite développé des stratégies. Au Togo, par exemple, un haut conseil pour la mer a été mis sur pied, chargé des réformes dans ce domaine
que ce soit au niveau stratégique que politique. Dans cette réforme, nous avons la préfecture maritime pour les aspects opérationnels et au niveau stratégique et politique, nous avons le Haut Conseil pour la mer dont la permanence est assurée par le Conseil pour la mer du président de la République. Donc vous voyez très bien que cette problématique est donc confiée ou le président de la République s'est saisi personnellement de cette problématique pour suivre l'évolution de la réforme et suivre l'évolution de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Cette riposte aura été salutaire pour le Togo suffisamment mobilisé. Le 1er février de cette année, la marine togolaise a montré vraiment sa détermination en poursuivant des pirates qui sont venus du Ghana, des côtes ghanéennes, et donc les a chassés jusqu'au-delà des eaux togolaises. Et donc cette détermination a donné une alerte dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, tout le monde est averti que notre marine nationale, notre organisation nationale est très en alerte et que rien ne pourrait se passer sur nos côtes sans être maîtrisé. Conscient donc de l'ampleur du phénomène, la préfecture maritime a été toujours active en répétant les exercices de gestion de crise en mer. Le Togo, meilleur élève dans la sous-région, se prépare aussi à accueillir en novembre prochain une rencontre internationale des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité maritime. Après la mer, intéressons-nous à ce qui se passe dans le ciel pour parler sécurité et sûreté du fret aérien. Ces deux concepts sont au cœur d'une rencontre internationale à Lomé. Ici aussi, il est question d'harmonisation des textes. En effet, pour répondre à une directive de l'UEMOA qui fait obligation aux États membres de mettre en place des programmes spécifiques de gestion de leur fret, experts et cadres de l'aviation civile des 8 pays de l'organisation sous-régionale se sont donné rendez-vous à Lomé pour harmoniser leurs textes. En quoi cela va-t-il consister concrètement? Suivons ce reportage de Kouatsiglé et Idem Soussopo. Environ 35% du commerce mondial en valeur sont transportés par voie aérienne. Et le succès du fret aérien dépend de la rapidité, de la sécurité et de la sûreté du transport des marchandises. Suite aux multiples mesures de sûreté adoptées par la communauté internationale pour faire face aux menaces qui pèsent sur le transport aérien du fret, les 8 pays membres de l'UEMOA veulent ajuster leur réglementation en la matière. Les experts de l'aviation civile vont donc proposer à Lomé un programme harmonisé de sûreté du fret et de l'agent habilité. D'abord, nous allons développer un programme type de fret sur l'ensemble du fret aérien que nous allons mettre à la disposition des États membres de l'UEMOA. Et après, on va se pencher sur ce qu'on appelle dans le jargon du fret l'agent habilité. C'est quoi un agent habilité? C'est toute une entreprise qui fait du fret et qui sera désignée par l'État, autorisée par l'État, et suivant des spécifications très claires. Et ces spécifications-là, d'une manière harmonisée, nous allons les définir au niveau de cet atelier-là. Ce que dans la chaîne d'approvisionnement du fret, vous avez une entreprise qui peut se prévaloir d'être une entreprise sûre en matière de fret avec toutes les mesures et dispositions matérielles possibles. Selon les prévisions, le trafic de fret à destination, au départ et à l'intérieur de l'Afrique va connaître une croissance plus rapide que la moyenne mondiale. Les experts de l'aviation appellent à une libéralisation du secteur pour son plein épanouissement. Dans le plan d'action que nous avons défini ici à Lomé le 5 au 7 août 2014, nous avons recommandé d'abord la libéralisation effective de l'addition d'Yamoussoukro qui, je vous rappelle, a eu lieu ici en 2000 à l'époque de l'OUA. Et il a été dit qu'à partir de 2002, ça rentrait en vigueur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des pays qui font de l'atermoiement. Nous encourageons vivement que les compagnies se mettent ensemble parce qu'ensemble, elles seront fortes. Les compagnies aériennes du monde transportent plus de 50 millions de tonnes de fret et de postes par an. L'activité est florissante et les États de l'UEMOA veulent mettre le paquet pour booster leur économie. Dans le domaine du transport des marchandises, le fret aérien demeure le moyen le plus rapide et le plus sûr d'après les experts. Il rapporterait également beaucoup d'argent aux compagnies, mais aussi aux économies des pays où il est assez bien organisé. C'est ce que va nous démontrer Edem Soussopo dans le dossier que voici. Les compagnies aériennes du monde transportent plus de 50 millions de tonnes de fret par an. Ces marchandises représentent 2% des échanges commerciaux et génèrent 35 millions de dollars par an. Et selon des données statistiques publiées en mars 2014 par l'Association du transport aérien international,
Le nombre global de tonnes-kilomètres de fret a augmenté de 4,5% en janvier 2014 par rapport à janvier 2013. Au Togo, par exemple, c'est un secteur jeune qui sera boosté sans nul doute par la nouvelle gare fret de Lomé. La gare fret n'était pas assez développée et c'est pourquoi dans le projet d'extension qui est en voie même d'achèvement, vous allez constater qu'un accent particulier a été mis également sur la gare fret qui va passer d'une capacité de traitement de 14 000 tonnes par an à une capacité à partir de 2015 de 50 000 tonnes par an. Ceci nous permettra donc de démarcher des compagnies tout cargo qui pourront faire soit un hub d'éclatement, soit du point à point pour que l'aéroport de Lomé traite également du fret en grande quantité comme certains aéroports. En Afrique, si nous prenons le cas du Kenya, ils utilisent beaucoup le fret pour les fleurs au Royaume-Uni et ça contribue à 1,6% du budget de l'État kenyan. Chez nous, nous avons également des fruits, des légumes, des exportateurs qui utilisent le même chemin pour expédier les fruits et les légumes parce qu'ils ne peuvent pas être envoyés par d'autres moyens que le fret. Les marchés de fret aérien permettent de créer près de 6,8 millions d'emplois. Le fret aérien est beaucoup plus sollicité que les autres types de transport compte tenu de la rapidité de ces opérations. Mais plusieurs défis restent à relever dans ce secteur. En termes d'installation, il faut agrandir les installations, les moderniser. En termes d'équipement, il faut mettre des équipements de sûreté qui sont au point pour pouvoir filtrer. Et en termes d'espace, comme je le disais, il faut agrandir, il faut des chambres froides, il faut des endroits appropriés à ces genres de produits. L'importance du fret aérien, c'est que c'est le seul qui peut faire le point à point sans interruption. Lorsqu'on veut rapidement une pièce de rechange, on ne peut l'avoir que par le fret aérien. En ce sens qu'on ne peut pas immobiliser une machine qui est tombée en panne dans une usine pour attendre une pièce qui va arriver par bateau, qui va mettre 3 semaines ou 4 semaines. Le programme e-fret, qui cherche à éliminer les documents papier du processus d'expédition, est essentiel pour améliorer l'efficience, la sûreté et la fiabilité du fret aérien. Et puis Lomé accueille une autre rencontre internationale, celle des directeurs du Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Ils sont venus de 16 pays pour se pencher sur les nouvelles mesures de territorialité adoptées en vue d'une meilleure maîtrise de l'assiette fiscale. La territorialité de la TVA, c'est le thème autour duquel vont se dérouler les 3 jours de travaux organisés à l'initiative conjointe du CREDAF et de l'Office togolais des recettes. Prudence Zissou. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, représente une part importante des recettes fiscales dans tout pays, dont ce membre du CREDAF, Centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Mais la non-maîtrise des règles de territorialité liées à la collecte de cet impôt affecte l'optimisation des recettes, compte tenu notamment du niveau d'intégration économique des États et le développement du commerce électronique. Ces délégués venus des 16 pays membres du CREDAF sont donc à Lomé pour créer une dynamique de partage d'expériences en matière de TVA et son attachement au territoire national. La taxe sur la valeur ajoutée étant une taxe sur la consommation, une taxe sur la dépense, il va falloir déterminer le cadre dans lequel cette taxe peut être prélevée par un État. Avec l'évolution de l'économie numérique, 2 individus, même 3 individus peuvent, à travers des serveurs, faire une transaction. Un négociant, un acheteur et puis après tout, le consommateur final. Alors, in fine, quel pays sera chargé de collecter la taxe sur la valeur ajoutée? Ce sont toutes ces thématiques qui seront abordées au cours de ce séminaire.
Depuis plus de 3 décennies, le CREDAF accompagne ses pays membres dans la rationalisation et l'optimisation des activités fiscales. Les assises de Lomé permettront à chaque pays membre de s'inspirer de nouvelles pratiques liées à la fiscalité. Dans ces pays membres, il y a ce qu'on appelle un comité CREDAF qui a été créé par un certain nombre d'administrations fiscales et qui a pour objet de faire un suivi des actions que nous menons, puisque nous organisons un colloque annuel, 3 séminaires de directeurs et puis un groupe de travail qui a pour charge d'élaborer un guide méthodologique sur différents thèmes. Par exemple, l'année dernière, c'était sur les dépenses fiscales ou sur les remboursements de crédit de TVA. Pour le Togo, cette rencontre vient à point nommé au moment où le pays a engagé des réformes tous azimuts pour assainir le climat des affaires et maximiser les recettes en interne. Il importe dès lors de définir sereinement les contours de ce que sera la fiscalité de nos pays dans un proche avenir. Dès à présent, nous devons, au niveau de chacun de nos pays, développer rapidement une fiscalité de transition qui permettra à la fiscalité intérieure de prendre le relais de cette fiscalité de porte. C'est dans ce contexte national, régional et international que le gouvernement togolais a pris l'initiative de moderniser l'administration fiscale en s'orientant vers la mise en place des régies intégrées donnant naissance à l'Office togolais des recettes. Aussi, en vue de la mobilisation de ces ressources et dans le cadre des réformes de 3e génération, le gouvernement a-t-il envisagé diverses mesures dont notamment la poursuite de l'élargissement de l'assiette fiscale, l'encadrement fiscal des petites et moyennes entreprises à travers la segmentation et la simplification du Code général des impôts. Cette conférence de Lomé, organisée conjointement par le CREDAF et l'Office togolais des recettes, prendra également en compte l'amélioration de la gouvernance des services fiscaux pour l'optimisation de leur rendement en matière de TVA. Les agents des préfectures et communes du Togo acquièrent de nouvelles connaissances en matière d'accomplissement des actes d'état civil. Une formation organisée à leur intention par la GIZ dans le cadre des activités du programme allemand Démocratie et Bonne Gouvernance et qui se tient dans ce sens à Lomé. Elle fait suite à une autre organisée au profit des secrétaires généraux des préfectures et communes. Compte rendu Dédé Koussao, Christine Picheki à l'Oudé. L'image des collectivités territoriales dépend surtout de la qualité du service civil. Pour des prestations plus performantes, il faudrait des agents bien formés. Le service d'état civil, à en croire les responsables, n'est pas à sa réelle dimension. Pour un service de qualité, les chefs d'état civil et des préfectures sont appelés à renforcer leurs connaissances. Il y a beaucoup de difficultés. D'abord, le cadre social même pour le travail, cadre professionnel même pour ce travail, c'est difficile. La conservation des états civils, c'est difficile. Comment les gens vont venir déclarer les enfants, c'est avec peine. Donc, il faut maintenant initier des formations de ce genre pour que ceux-ci, quand ils vont repartir, qu'ils sachent qu'il faut beaucoup de sensibilisation. Bon, aller de centres médicaux à d'autres centres, informer les gens de l'importance des actes d'état civil, qu'il y a des tests, il y a des limites pour chaque acte. Depuis 2012, la GIZ appuie le Togo en matière de décentralisation et de lutte contre la pauvreté. Outre ces sessions de renforcement de capacité des acteurs locaux, elle a élaboré et mis à la disposition des collectivités territoriales des outils de gestion, notamment le plan de développement local, le guide du contribuable et celui pour l'élaboration des plans de développement local. Attardons-nous quelque peu sur la notion d'état civil. C'est un régime qui consiste à matérialiser et authentifier les faits civils fondamentaux relatifs aux personnes. La naissance, par exemple, un service de proximité fourni par les collectivités territoriales. S'il existe encore aujourd'hui des personnes sans acte de naissance, c'est que leurs parents ignoraient la valeur de ces documents. Dans le dossier qui va suivre, Dédé Koussao et Christine Picheki-Aloudze reviennent sur l'importance des actes d'état civil et le cadre juridique qui les organise au Togo. Les certificats de naissance, de mariage et de décès. 3 pièces maîtresses qui définissent l'identité du citoyen.
Ces pièces d'état civil confèrent à l'individu plusieurs droits et donc sont d'une importance capitale. C'est des axes éminemment importants. Importants pour le citoyen lui-même, d'autant qu'ils permettent de le définir et de l'identifier. Dans ce qui concerne le mariage, vous êtes marié, vous êtes divorcé ou vous êtes aspirant au mariage, il faut que l'on sache quel est votre réel statut en matière civile pour que l'on puisse vous reconnaître un certain nombre de droits et d'obligations. Et puis, lorsque on parle de décès, il faut qu'on sache que quelqu'un est décédé et qu'il n'est plus membre d'une famille, il ne peut plus figurer sur le fichier électoral, il ne peut plus entrer dans la dimension de la programmation pour le développement national. Et cela signifie que les actes d'état civil, particulièrement le certificat de naissance et le certificat de décès, participent à la programmation nationale en matière de développement et d'aménagement du territoire. Un système d'état civil bien organisé, efficace, avec des données à jour, constitue un élément clé de l'État. Pour sa meilleure organisation, plusieurs dispositions sont prises. Il s'agit entre autres de la loi numéro 2009-010 du 11 juillet 2009 relative à l'organisation de l'état civil au Togo et celle de 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales. Aujourd'hui, cet instrument juridique de 2009 permet d'organiser l'état civil au Togo. Faire en sorte que les innovations fondamentales qui se rapportent au délai en matière de déclaration de naissance, qui était de 30 jours, aujourd'hui le délai est porté à 45 jours. Et pour ce qui concerne le décès, le délai est de 15 jours francs pour que le décès puisse être déclaré et que l'on obtienne un certificat de décès. On ne peut pas déroger à cet instrument juridique qui constitue la loi applicable au Togo en matière d'état civil et de faits d'état civil. L'arsenal juridique est bien existant. Reste donc que les praticiens s'en approprient et s'y conforment pour la fourniture d'un service qui réponde aux attentes de tous. C'est l'un des derniers examens qui donne lieu à un diplôme qui se tient depuis ce lundi au Togo. Les épreuves écrites du BTS, brevet de technicien supérieur, ont démarré ce matin dans les différents centres du pays. Cette année, 5710 candidats affrontent les épreuves dans les 35 filières disponibles. Et comme ils le font habituellement, les ministres de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont sillonné certains centres d'écrit de la capitale pour constater le bon déroulement des épreuves, comme au POD. Répartis dans 8 centres d'écrit, dont 7 à Lomé, ils sont au total 5710 candidats en course pour l'obtention du diplôme du brevet de technicien supérieur BTS. Depuis ce matin, ils affrontent les épreuves écrites dans 35 différentes filières. Le ministre de l'Enseignement supérieur et celui en charge de la formation professionnelle ont fait le tour de certains centres d'écrit à Lomé pour s'assurer du bon déroulement de ces examens. Nous avons pu constater que toutes les épreuves se déroulent bien. L'examen dans son ensemble se déroule bien et nous avons encouragé et souhaité plein succès, évidemment, à nos jeunes candidats. Les épreuves qui sont proposées aux élèves correspondent aux programmes qui ont été exécutés au cours de l'année. C'est vrai qu'en ce moment, c'est des épreuves écrites qui succèdent à une autre série d'épreuves, les épreuves pratiques. Et chacun fait ces épreuves-là dans sa spécialité. Nous pensons que les élèves seront à la hauteur et que les résultats seront excellents. Cet examen sur table prend fin vendredi. Il sera suivi, après la proclamation des résultats, d'admissibilité par des épreuves orales. Parmi les candidats, on note 2852 filles cette année.
Du football pour faire le pont avec le magazine des sports qui vous sera présenté dans une trentaine de minutes. La Coupe du monde des femmes connaît sa nouvelle championne. Il s'agit de l'équipe nationale américaine qui a étrié le Japon en finale sur le score de 5-2. 4-0 seulement 16 minutes après le coup d'envoi. Carly Lloyd, auteur d'un triplé et ses coéquipières n'en reviennent pas d'avoir réalisé un si bel exploit. Les États-Unis remportent leur 3e Coupe du Monde féminine après leur écrasante victoire la nuit dernière sur le Japon, 5-2. Les Américaines ont rapidement tué tout suspense sur la pelouse de Vancouver. Elles menaient déjà 2-0 au bout de 5 minutes de jeu grâce aux 2 premiers buts de leur capitaine. Carly Lloyd, auteur d'un triplé sur ce splendide lob de 50 mètres. La Team USA prend ainsi sa revanche sur les Japonaises qui les avaient privées de titre en 2011. C'est un moment surréaliste, ça a été fantastique. On vient juste d'écrire l'histoire ce soir et on ramène le trophée de la Coupe du Monde à la maison, ce qui est incroyable. La première mi-temps, je ne savais pas si c'était réel ou si j'étais morte ou je ne sais quoi. Je demandais aux coéquipières qui étaient à côté de moi, sérieux, je suis vivante? J'ai la sensation de savoir ce qu'est le paradis. C'est réel, je suis si heureuse, pas juste pour la compétition, pour cet objectif que nous avons atteint. Mais je suis heureuse aussi pour Carly, heureuse pour Tobin, heureuse pour Laurine, parce que je sais ce qu'on ressent quand on marque aux Jeux Olympiques. Les Jeux? Oh mon Dieu, je suis championne du monde. C'est étrange à dire. C'est bizarre, tout ce qui se passe est tellement bizarre et je me sens privilégiée d'y prendre part. Il n'est pas question de se justifier, c'est juste un sentiment très très agréable. Je ne pouvais pas être plus fière de ce groupe de joueuses et de ce staff parce qu'ils l'avaient en eux. Les joueuses avaient la victoire en elles et je suis juste si heureuse que le monde entier puisse le constater. Ce n'est pas non plus la fin du football japonais. Nous allons travailler dur pour préparer les Jeux Olympiques de Rio, mais également la Coupe d'Asie des Nations qui va débuter dans un mois. Donc nous avons besoin de démarrer la préparation dès demain et rester sur cette lancée. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Isidore Koubatine pour la dernière du jour. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.